Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de notre série JS idiomatique, dans laquelle on apprend à écrire du JavaScript moderne, concis, expressif, conforme à l'esprit du langage. Tout d'abord, désolé pour les 2 mois de hiatus depuis le 10e épisode. Parfois, les plannings s'emballent, on n'a pas eu 1 minute à consacrer à ma série chérie. Pas d'inquiétude toutefois, ça repart aujourd'hui et on retrouve un rythme hebdomadaire jusqu'à la fin de la série. Par ailleurs, on vient de démarrer la série Glossaire Git. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir, ça va être super chouette. Aujourd'hui, on parle de syntaxe arrivé avec ES 2020 qui simplifie considérablement l'écriture de notre code lorsqu'on accède à des données qui ne sont pas toujours là, l'optional chaining ou chaînage optionnel en français et le nullish coalescing ou nullish coalescing en français. Non, parce que la traduction du MDN, là, la coalescence des nuls, qui fait vraiment coalescence pour les nuls et puis qui fait l'impasse sur le fait que c'est pas seulement les nuls mais les nullish, donc également undefined. Non, c'est pas possible. Coalescence des nuls, je peux pas. Hein. Donc on va rester sur nullish coalescing. Comme toujours, même si tu es persuadé de déjà tout savoir, je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout. Il y a fort à parier que tu vas apprendre quelques petits détails. On t'a mis, comme d'habitude, le chapitrage dans la barre de lecture et dans la description pour que tu puisses facilement retrouver ou partager une partie qui t'a particulièrement intéressé. Et n'oublie pas qu'il reste encore 3 vidéos, et pas des moindres, dans cette série. Alors pense à t'abonner, pourquoi pas à activer la cloche. Les commentaires te sont grands ouverts, hein, donc si tu as une question, une remarque, une anecdote, simplement si tu veux nous dire un mot gentil, nous faire un coucou, eh bien n'hésite pas, on aura comme toujours plaisir à te lire. Allez, le chaînage optionnel et le nullish coalescing en JavaScript, c'est parti. Alors prenons par exemple ce code, on a ici une structure de données data, cette data a potentiellement une propriété users qui est un array. Dans ce tableau, il y a normalement des objets pourvus d'une propriété name. Et traditionnellement, si je vais aller chercher par exemple le nom du premier user de data et que j'ai pas forcément des données à chacun de ces niveaux-là, j'ai pas forcément de clé users. Dans data, users n'a pas forcément de propriété 0 et même cette propriété 0, potentiellement, le premier élément de users n'est pas forcément un objet. Hein, ça peut être nul, ça peut être des choses comme ça. Donc je veux me blinder et donc traditionnellement ce qu'on faisait avec ça, c'est d'utiliser des et logiques, hein, donc des doubles ampersand, comme ici, voilà, où on disait on va vérifier que data.users, hein, donc que ce truc-là est truthy, notamment c'est pas nul, c'est pas undefined, c'est pas des choses comme ça. On allait chercher cette propriété 0 dessus. Hein, on vérifiait qu'elle existait, cette propriété 0, et puis à ce moment-là, on allait chercher name. Et name, potentiellement, il n'est pas là, hein, auquel cas, tout ça vaudrait undefined. Bon, là, aujourd'hui, name vaut John. Hein, c'est-à-dire que, voilà, name vaut John parce que mes données sont bonnes, mais regardez ce qui se passe si, par exemple, j'ai pas de name. Hein, name va être undefined, effectivement. Regardez ce qui se passe si mon premier élément user, si c'est 0. Évidemment, l'expression, elle va s'arrêter là, elle va s'arrêter à ce nul-là. Un leader name vaudra nul. Je vous le mets ici, hein, vous allez voir. Voilà, il vaudra nul puisque mon truc vaut nul, ou alors il n'y a pas de propriété directement, donc je suis undefined, hein, ou alors carrément, il n'y a même pas d'users. Par exemple, c'est user list. Hein, et donc, évidemment, tout ça ne marche pas parce que je vais me retrouver à undefined. En fait, data user, ça n'existe pas. Hein. Donc, on ne rentre pas là-dedans. Et puis, évidemment, si data n'existe pas du tout, là, mon expression telle qu'elle est faite va pas marcher puisqu'elle suppose que data existe. Elle va directement indexer users. Donc, c'est bien, mais c'est verbeux, c'est long, c'est pénible hein, quand on accède comme ça en profondeur. On a donc un opérateur, en fait 3 opérateurs qui sont arrivés en ES 2020 et qu'on appelle collectivement l'optional chaining ou chaînage optionnel en français. Cet opérateur ici, on va le retrouver d'abord avec le interrogation point. Par exemple, ici, je peux mettre un interrogation point. Donc pour remplacer en réalité le point, donc pour remplacer l'indexation directe, je vais faire une indexation directe optionnelle. Et du coup, effectivement, si j'ai à gauche de cette interrogation point ce qu'on appelle un nullish, c'est-à-dire quelque chose qui est nul ou qui est undefined, eh bien, je vais me retrouver avec undefined. Donc déjà, ça n'explose pas. Hein, le fait que mon crochet 0, crochet... donc j'ai même pas besoin de le vérifier en fait. Hein, je vais pouvoir tuer ça. Le fait que data users 0 soit pas là ne gêne pas. Hein, on va vérifier ici mon leader name. Je me retrouve à undefined. Donc l'optional chaining va court-circuiter et renvoyer toujours undefined, jamais nul. Hein, même si par exemple ici, en fait j'avais ce truc là mais c'était nul.
j'ai undefined à la fin. J'ai vraiment une garantie de undefined, de comportement en cas d'absence de données. Et donc c'est pour le nul et le undefined, absolument rien d'autre. D'accord, pas false, pas genvid, not a number, ces trucs-là. Vraiment nul ou undefined, ce qu'on appelle collectivement des nullish. J'ai l'interrogation point du coup pour l'indexation directe. Qu'est-ce qui se passe pour l'indexation indirecte? Par exemple, ça s'appelle ici user list. D'accord? Et donc moi, ce que je voulais faire, c'était un truc du style, bah voilà, data, users, et puis là évidemment ça a planté, cannot read property 0. Eh bien je vais pouvoir utiliser, au lieu du crochet, qui est l'indexation indirecte classique, interrogation point crochet. D'accord? Interrogation point crochet, on va revenir sur, tiens, mais pourquoi ce point là aussi? Pourquoi pas interrogation crochet? Mais interrogation point crochet, c'est de l'indexation indirecte optionnelle. Ok, regardons ce morceau de code. J'ai un objet client, il a une méthode notify. Et traditionnellement, bah, si cette méthode n'était pas garantie, par exemple pour des onClick, des choses comme ça, dans un composant React par exemple, vous dites, tiens, j'ai peut-être une prop onClick qui m'a été passée, pareil dans le Vue ou dans Angular d'ailleurs. J'ai peut-être tel prop onClick ou tel prop onHandled ou onUpdateData ou autre qui m'a été passée, mais qui est optionnelle. Je veux l'appeler si elle est là. Bah, traditionnellement, on aurait fait un truc comme ça, genre onClick et onClick parenthèse, ou ici client.notify et client.notify parenthèse. D'ailleurs, ce test-là, il n'est pas nécessairement parfait, puisqu'il va supposer, si la propriété est là, que c'est une fonction. Et bah là, c'est pareil, je peux utiliser ça de manière plus concise avec le interrogation point payload, qui là va l'appeler puisqu'il est là, mais si ma méthode s'appelait différemment, par exemple avec un N majuscule, je reste à undefined, l'ensemble de l'expression vaut undefined, puisque bah, la propriété, ce qui est à gauche en fait, est nullish, et du coup, je ne vais pas à droite. Et je renvoie undefined. Je renvoie pas nul, je renvoie pas des choses comme ça, je renvoie vraiment undefined spécifiquement. Donc, 3 types d'opérateurs. Interrogation point pour l'indexation directe optionnelle, interrogation point crochet pour l'indexation indirecte optionnelle, et interrogation point parenthèse pour l'appel sur fonction optionnelle. Pourquoi est-ce qu'on a ce point systématiquement? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas interrogation point, interrogation crochet, interrogation parenthèse? Eh bien, tout simplement, si j'ose dire, parce qu'en fait, en termes d'analyse syntaxique, ce qu'on appelle le parsing du code JavaScript, ça devenait très compliqué de maintenir un parseur vraiment performant, tout en étant capable de distinguer entre un opérateur ternaire interrogation de point relativement complexe et un interrogation point. On a déjà dû faire une petite exception d'ailleurs. Vous voyez par exemple ici, j'ai techniquement interrogation point dans le code, hein, ici là, et bah pourtant évidemment c'est un ternaire. C'est un ternaire, notamment si c'est du code qui est minifié par exemple, hein, qui va être exécuté ensuite côté browser après minification, ou simplement parce que tu écris ton code comme un gros dégueulasse. On a un interrogation point qui n'est pas l'interrogation point de l'indexation directe optionnelle, hein, qui est vraiment juste l'interrogation du ternaire, le 2 points du ternaire et plus tard, et on a point 3, qui est une syntaxe autorisée mais dégueulasse, pour les nombres flottants dont la partie entière est un 0. Bah voilà, sur interrogation point, du coup, il faut traiter correctement. Donc il y a déjà une petite limitation, un peu ce qu'on appelle un look-ahead au niveau du parseur pour laisser ce cas-là fonctionner, mais on peut avoir des cas beaucoup plus complexes. Voilà 2 exemples qu'on retrouve dans la spécification de l'optional chaining. On se retrouve avec des cas comme ça, et bien pour pouvoir désambiguiser, savoir que bah tiens non, on est sur un ternaire et on n'est pas sur une indexation indirecte optionnelle ou un appel de fonction optionnel. C'est très compliqué d'arriver à faire ça avec suffisamment de look-ahead, suffisamment de pré-consommation du flux de tokens du langage, tout en restant performant dans tous les cas. Résultat, on trouve une astuce, on trouve un compromis en exigeant l'interrogation point. T'en fais pas, ça peut sembler relou au départ, mais en fait on s'y fait très bien. Hein, honnêtement, l'interrogation point crochet, interrogation point parenthèse, ça a l'avantage justement d'avoir une gueule qui n'est pas du tout la gueule qu'on a d'habitude et d'être beaucoup plus facilement identifiable dans notre code. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a en fait cette interrogation point systématique, y compris interrogation point crochet, interrogation point parenthèse. Un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est le côté court-circuit profond. Hein, je vois beaucoup de gens qui utilisent cette syntaxe-là, mais en mettant absolument à tous les niveaux, comme tu peux le voir ici, data, interrogation point identity, interrogation point security, interrogation point sign, interrogation point parenthèse. Et
ça vient souvent d'habitude qu'on a dans d'autres langages. Il y a d'autres langages qui ont quelque chose de similaire à l'optional chaining, mais sans court-circuit profond. Par exemple, Ruby a le e-commercial point, qui ne fait pas de court-circuit profond. On le trouve également dans d'autres langages. Donc ça dépend un peu d'où tu viens, ça dépend aussi du modèle mental que tu as sur le fonctionnement de la fonctionnalité, et aussi sur la donnée source. Et pour moi, c'est extrêmement important de comprendre qu'il y a court-circuit profond et du coup d'en tirer parti pour n'utiliser le côté optionnel que lorsque c'est pertinent, afin que lorsque je regarde ton expression, je comprenne la sémantique de présence ou d'absence des données dans ton objet. Ici, par exemple, si j'ai pas de data, j'ai pas besoin de tous ces interrogations points. Tu vois, ça continue à marcher. J'ai pas de chaînage optionnel là. Voilà, là, ça va planter. Mais tu vois que là, ça ne plante pas. Et pourquoi ? Parce que le chaînage optionnel, dès l'instant où son opérande gauche est nullish, tout le reste de l'expression, du terme d'expression dans lequel il se trouve, est automatiquement court-circuité. Passe à undefined. Et donc, c'est intéressant, parce que ça veut dire que si tu as des suppositions qui ne sont pas tous les niveaux peuvent être optionnels. Et dans la plupart des cas, en fait, c'est pas tous les niveaux peuvent être optionnels. C'est tu as une donnée racine ou pas. Si tu l'as, tu rentres dedans. Il y a un certain nombre de choses garanties. Et peut-être qu'il y a de l'optionnalité plus bas. Ici, par exemple, imaginons que je dise data n'est pas forcément là. Mais si data est là, je sais qu'il a identity. Je sais que dans identity, il y a security. Et par contre, dans security, il n'y a pas forcément sign. Alors, je ne vais pas le laisser comme ça dans mon code, parce que quand je lis cette expression là en bas, elle me dit identity n'est pas forcément là, et même s'il y a identity, dedans il n'y a pas forcément security. J'ai des attentes par rapport à la structure de données qui ne sont pas les bonnes. Mon modèle mental sur la structure de données n'est pas le bon, ce qui n'est jamais une bonne idée. Et du coup, je crée du bruit dans mon code en rajoutant ces interrogations qui n'ont pas lieu d'être. Je peux tout à fait faire ça, en fait, et ça va refléter effectivement ce que j'ai dit sur la donnée. C'est-à-dire, j'ai dit, si data est là, je sais qu'il y a identity, je sais que dans identity, il y a security. Par contre, il n'y a pas forcément sign. Et de fait, ici, sign n'est pas là, il n'y a que verify. Hein. Si je le change, tu vois, voilà, on sign ici. Et il y a un truc qui est intéressant aussi. Regarde bien ici. Tu vois que je me prends une erreur qui dit payload is not verified. Enfin, is not defined, en fait. Alors que quand c'était pas là, j'avais pas cette erreur-là. Je me faisais pas engueuler sur le fait que payload n'existait pas. Ça illustre vraiment le court-circuit. C'est-à-dire que JavaScript n'a même pas essayé d'évaluer ce qu'il y avait à droite de l'appel optionnel. Hein. Il n'a même pas essayé d'évaluer payload et de se rendre compte du coup qu'il y avait une reference error, que payload n'était pas là, n'était pas défini dans mon contexte. Il n'a même pas essayé de l'évaluer. Il y a vraiment court-circuit. Ça, c'est extrêmement important. Donc, d'une manière générale, fais attention, tire parti de ce court-circuit profond pour ne pas mettre des chaînages optionnels partout où ce n'est pas nécessaire et réserve le chaînage optionnel à des vrais cas de figure qui correspondent à la sémantique de tes données. Si le truc est garanti d'être là, pas de chaînage optionnel, même si en fait il est dans un conteneur qui lui n'est pas garanti. On met du chaînage optionnel uniquement pour les données, les méthodes, etc. qui en effet, à leur niveau, sont susceptibles de ne pas être là. Et on reflète correctement la structure de données, sa sémantique, on a le bon modèle mental. En plus de ça, notre code est un petit peu plus court, un petit peu moins chargé de points d'interrogation. Quand je parle, ceci dit, de court-circuit profond, attention, il y a une limitation qui sont les parenthèses. Comme toujours, les parenthèses dans les expressions définissent une portée, définissent un scope, elles changent la priorité des opérateurs, etc. Et donc là, notamment, regarde bien ce qui se passe. Si ici, j'enrobe tout ça par des parenthèses, eh bien le chaînage optionnel au niveau de data, il va s'arrêter à l'expression data identity security, qui du coup vaudra undefined. Et du coup, je vais faire un undefined .5, le court-circuit ne va plus marcher, poum, voilà. Je me fais tuer et il me dit ah bah oui mais non ça va pas, cannot access, etc. C'est rarissime, tu ne devrais pas avoir ce cas-là, hein. Mais on est dans JS idiomatique, on vise l'exhaustivité de l'explication, donc je prends le temps de te parler de ce petit point de détail. Parlons maintenant du nullish coalescing. C'est un compagnon de l'optional chaining. Ce sont deux spécifications différentes d'évolution du langage, ceci dit. Et pour ça, on va revenir un petit peu sur un opérateur qu'on utilise depuis toujours, qui est le ou logique. Regarde ici, j'ai username qui vaut John, j'ai mon data de tout à l'heure. Et on a tendance à utiliser le ou logique pour des espèces de valeurs de repli. Et pour le coup, on n'est pas sur le fonctionnement nécessairement des valeurs par défaut du langage, hein, comme on a pu les explorer en détail dans un épisode précédent. Je te mets le lien ici vers la vidéo. Mais
on est sur une sémantique plus large, ce qu'on appelle les falsy values, hein, c'est-à-dire que ce ou logique, c'est un opérateur booléen, il va prendre son opérande de gauche, il va le traiter comme un booléen, et s'il est falsy, s'il est équivalent à false, ce qui fait beaucoup de choses dans JavaScript, 0, not a number, les chaînes vides, nul, undefined, false, évidemment, eh bien, il va évaluer son opérande droit. Souvent, ça passe, ça va. Par exemple, si displayName va considérer que, bah voilà, soit username est truthy, donc ça veut dire que si c'est une chaîne de caractères, elle n'est pas vide, voilà, ou alors c'est un objet, des choses comme ça. Et à ce moment-là, on le prend, sinon on va vers Anonymous. Même chose pour leader-name, on va rentrer en profondeur, on arrive dans name, et puis bah, si ce name-là, pareil, n'est pas une chaîne vide, etc., on le prend, et sinon, on ira prendre une valeur de substitution, en l'occurrence leader, même si c'est court-circuité par l'affichage. Le truc avec ça, c'est que c'est pas parfait. On a régulièrement des valeurs qui sont légitimes, mais qui sont falsy. Je te montre un exemple. Voilà une petite fonction démo. Cette fonction, elle a deux arguments, préfixe et times, et elle fait des valeurs de repli parce que, pour le coup, elle ne veut pas se limiter à undefined, donc les valeurs par défaut dans la signature ne lui suffisent pas. Hein. Les valeurs par défaut avec égal, c'est déclenché uniquement sur undefined, souviens-toi. Et ici, non, elle veut aller plus loin, donc elle va utiliser du ou. D'accord, elle va mettre préfixe et préfixe ou, tmp-times et times ou 10. Le souci avec ça, c'est qu'on a des valeurs qui sont légitimes, qui vont être chantées. Je veux autoriser un préfixe vide. Le problème, c'est que la chaîne vide, c'est falsy, donc ça va pas marcher, je vais tomber sur tmp-. Je veux autoriser un times à 0. Ça va pas marcher non plus, 0 est falsy, tac. Hein. Tu vois que si j'essaie de faire cet appel, ah bah non, préfixe c'est tmp-, times c'est 10, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, pour ce genre de cas, on a un nouvel opérateur qui est l'opérateur de nullish coalescing et qui est le double point d'interrogation. Et tu vois que cette fois-ci, voilà, on va garder du coup ces valeurs, puisque le nullish coalescing, c'est exactement comme l'optional chaining. Il va regarder son opérande gauche et il va traiter uniquement les nullish. Donc il va passer à droite et évaluer ce qui est à droite que si ce qui est à gauche, c'est nul ou undefined. Du coup, c'est un peu plus que la sémantique des valeurs par défaut de JavaScript qui est déclenchée que sur undefined, mais c'est nettement moins que la sémantique du ou logique qui lui est déclenché sur toutes les falsy values. Donc nul et undefined évidemment, mais aussi false, 0, chaîne vide, not a number. Hein, ça fait quand même pas mal de monde. Donc en fonction de tes besoins, tu vas pouvoir opter soit pour les valeurs par défaut, effectivement, dans la signature, dans la déstructuration ou autre, parce que seul undefined t'intéresse, soit pour le nullish coalescing, parce que l'ensemble des nullish, null et undefined, t'intéresse, soit éventuellement pour le ou, logique, pourquoi pas, puisque vraiment toutes les falsy values t'intéressent, soit sur du code custom. Alors justement, du code custom, ça peut être plein de trucs. Imagine par exemple que tu acceptes un argument handler qui puisse être à la fois un nom de fonction prédéfinie, par exemple un nom de easing sur de la transition CSS, ou alors un nom de stratégie de traitement par défaut. Par exemple, dans la bibliothèque MSW, comme ça, on a une propriété qui s'appelle onUnhandledRequest et qui peut soit être une string qui va valoir bypass, error ou warn, soit une fonction custom. Et là, c'est pareil, on peut dire, je veux gérer spécifiquement le cas que c'est pas forcément une fonction. Si elle est là, ça peut aussi être une string et du coup, je dois aller chercher dans une gestion particulière. Bon, voilà, tu n'auras pas le choix. Tu seras obligé de faire un truc du style, par exemple, du if typeof handler égale string, et à ce moment-là, tu iras chercher genre dans les presets, voilà, le handler, et puis bon, le preset n'existe pas forcément. Else, if, typeof de handler, c'est function, voilà, donc tu vas devoir écrire du code vraiment spécifique, et à ce moment-là, voilà, handler. Je sais que depuis tout à l'heure, l'absence ici d'accolade t'empêche de m'écouter, donc je vais les remettre. Voilà, et puis sinon, sans doute, on lèverait une exception, voilà, on fera un throw, new, type error, avec un message qui dit que le handler, il faut que ça soit une string de preset ou il faut que ce soit une function. On peut le gérer avec des ternaires imbriqués, on peut faire un peu ce qu'on veut. Tu pourrais gérer le cas de, je sais pas, moi, tu as un count, et en fait, ce count, c'est pas juste count égale count ou 10, parce que encore une fois tu as le 0, c'est pas non plus juste ça, tu vas mettre une valeur par défaut uniquement pour les counts qui seraient négatifs ou nuls, par exemple tu n'autorises que les counts positifs. Tu vas devoir faire un truc du style if count inf égale 0, ou même si tu veux vraiment gérer en plus les not a number, tu vas carrément faire ce qu'on appelle de l'inversion de relationnel, puisque si tu as un not a number, en fait toutes les comparaisons sont fausses. Donc du coup, si tu veux gérer les not a number et tout ce qui est négatif ou nul, voilà, et puis tu ferais,
Si c'est pas un nombre positif, c'est 10. Enfin voilà. Donc tu as des tas de besoins custom comme ça que tu peux vouloir gérer. Tu peux aussi vouloir gérer spécifiquement la différence entre nul d'un côté ou les nullish, parce que la comparaison nullish, ça serait double égale nul, c'est elle qui va gérer nul et undefined. Par contre, si tu veux traiter les false spécifiquement, il faudra faire un triple égal false pour vraiment traiter les booléens, faire la distinction entre le truc est pas là et le truc est là mais il est false. Voilà, il y a des tas de cas de figure où, de toute façon, les opérateurs, que ça soit le nullish coalescing, que ça soit le ou logique, que ça soit la syntaxe de valeur par défaut native à JavaScript, ne sauront pas traiter des besoins spécifiques que tu as. Et donc là, il ne faut pas du tout avoir peur de créer le code custom vraiment lié à tes besoins plutôt que d'essayer au contraire de péter la gueule de ton API pour rentrer dans la sémantique d'un opérateur. Et voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur le chaînage optionnel et le nullish coalescing en JavaScript. C'est disponible en natif sur tous les navigateurs modernes et depuis Node 14. Pour le reste, c'est transpilable avec Babel ou avec TypeScript si tu utilises TypeScript. Et toi, alors, est-ce que tu t'en sers déjà? Est-ce que tu penses que tu vas beaucoup t'en servir, que tu as beaucoup de code qui pourrait bénéficier d'un refactoring avec ça? Est-ce que tu aurais voulu que l'opérateur il fonctionne différemment? Auquel cas, comment? Dis-nous tout dans les commentaires. Dans les prochains épisodes, nous parlerons des opérateurs d'affectation logique, des séparateurs numériques arrivés avec ES 2021, et pour finir, les modules natifs ECMAScript, les ESM, ça va être passionnant. Alors si c'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche pour être sûr de ne rien rater. Si la vidéo t'a plu, pense à nous mettre un pouce bleu et surtout, partage-la sur tes réseaux. C'est ça qui nous permet de grandir et d'aider toujours plus de monde. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.